Bon après-midi à vous tous. Soyez les bienvenus à cette deuxième webinaire de la cellule brevet du CSTC. Un webinaire qui traiterait le contenu d'un brevet. Mais commençons peut-être par le début. Un webinaire, ce n'est pas une émission télévisée, c'est bien plus que ça, puisque vous pouvez voir, vous pouvez écouter ce que la télé vous permet aussi, mais aussi vous avez un chat à droite sur votre écran dans lequel vous pouvez nous envoyer vos remarques, vos questions, vos suggestions en cours de la réunion, en cours de la présentation ou bien après. Si vous avez quelque part une question, n'hésitez donc pas à le nous envoyer par ce chat et nous le traiterons à la fin de la présentation, tous ensemble. Je vous invite donc d'utiliser cette case puisque le but c'est donc d'avoir quelque part une séance un peu interactive et pas quelque part une leçon à partir de mon bureau. Et alors, ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne de nouveau. On y va. Donc, ce webinaire, il est donc vous présenté par la cellule brevet du CSTC, qui peut faire ça avec le soutien donc de la SPF Économie. Et cette cellule de brevet, elle a pour but donc de sensibiliser le monde de la construction à faire plus d'utilisation des droits d'auteur. Donc non uniquement les brevets, mais aussi les autres droits de propriété intellectuelle. On a fait déjà une présentation sur les différents droits de propriété intellectuelle la fois précédente. Maintenant, on va plus se concentrer sur le brevet. Et pas sur c'est quoi un brevet, mais surtout qu'est-ce qui se trouve dans un brevet. Assez souvent, quand on demande c'est quoi un brevet, on commence toujours à parler donc des droits qu'on peut avoir, ou des impératifs, ou des interdictions suite à un brevet. Mais c'est très rarement qu'on répond à ce que c'est vraiment. Bon, je vais vous essayer de vous expliquer dans les prochaines minutes, à vous expliquer c'est quoi un brevet. La première chose qu'il faut bien savoir, c'est que le brevet n'est qu'une simple publication. C'est une publication d'informations. Et en publiant cette information, le propriétaire du brevet, il reçoit quelque part des droits exclusifs. Et il y a des exigences pour avoir un brevet. Un brevet doit contenir quelque chose qui est neuf et qui doit le décrire de telle façon que quelqu'un qui se connaît un peu dans le secteur peut reproduire le contenu du brevet. Donc, il y a donc une information dans le brevet qui peut être assez intéressante puisque le lecteur, il apprend quelque chose. Comme je disais, le brevet est un document. Il consiste de quelques pages ou de plusieurs pages. Mais quand on parle déjà de brevet, on doit déjà se réaliser qu'on parle des textes. Et les textes qu'on trouve, ils ne concernent non uniquement les brevets valables, mais également des brevets, des demandes de brevets. Puisque c'est déjà au moment de la demande que le demandeur de brevet s'accorde que son texte sera publié. On a donc un texte qui est publié. Vous voyez ici sur la page une première page d'un brevet WO, un brevet mondial. Vous voyez qu'il y a pas mal de lettres et de chiffres dedans. Vous voyez à droite ce qu'on appelle la figure 2326.
et vous voyez toute une série donc, de lettres et des chiffres, des lettres. Finalement, c'est un extrait d'une demande de brevet de 2004 qui concerne quelque part des codes génétiques. C'est un brevet qui compte en total 7273 pages. Donc, un brevet peut être relativement étendu. Heureusement qu'ils ne sont pas tous si épais que ça. En général, on se limite à une dizaine, une quinzaine de pages, surtout pour les brevets qui nous concernent, les brevets dans le secteur de la construction. Quand on parle d'un document, un document est toujours composé de différentes parties. Pour les brevets, ces parties sont bien décrites et sont bien structurées. Ça nous aide à bien comprendre et à bien interpréter une nouvelle texte. Les différentes parties d'un brevet sont tout d'abord les données administratives. Ensuite, on peut retrouver un résumé du brevet, suivi par une description complète. Ensuite, on trouve les revendications, ou en anglais les claims, la partie, disons, juridique. Il y a des dessins, et parfois, dans le brevet, on trouve aussi les résultats d'une recherche de nouveautés qui a été faite par le bureau de brevet et qui décrit de A à Z sous quel point il y a peut-être quelque part d'autres brevets qui puissent être en conflit avec le brevet demandé. Tous ces détails, on va en parler un peu plus après. Une chose qu'on ne trouve pas dans un brevet, c'est le fait si le brevet est valable, oui ou non. La validité du brevet, c'est quelque chose qu'on doit toujours vérifier auprès des registres de l'Office de propriété intellectuelle nationale, puisque c'est uniquement là qu'on peut s'exprimer sur le fait que, tout d'abord, le brevet a été délivré, et ensuite, si le propriétaire du brevet a payé à temps et régulièrement ses taxes annuelles. Commençons donc par le début, la première page d'un brevet. Et vous voyez ici une copie d'une première page d'un brevet belge. Il faut m'excuser un petit peu pour le fait que le texte n'est pas tellement clair, mais bon, c'était un scan de qualité un peu médiocre d'une période que les documents n'étaient pas encore faits digitalement. Mais qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà en haut, on a quelque part un numéro de publication. Ce numéro-là est généralement, quand on parle dans les bases de données des brevets, précédé par deux lettres qui identifient le pays. Donc pour la Belgique, on devrait ajouter un BE. Alors on a le numéro, dans ce cas, on a le numéro 187.6, et alors il est suivi par deux caractères, une lettre et un chiffre. Ce chiffre dit d'une façon ou d'une autre quelque part l'étape dans laquelle le brevet se trouve. Quand il s'agit d'une code A1, ça veut dire que c'est la demande de brevet comme elle est arrivée à l'Office de propriété intellectuelle. Dans ce cas, on a une extension A3, ce qui veut dire qu'il y a déjà un rapport de nouveauté. Si la lettre vient de changer vers un B ou un C, ça dépend un petit peu dans le pays où on est, à ce moment-là, on peut le considérer comme le texte du brevet, comme il est délivré et approuvé. Le deuxième numéro qu'on retrouve, c'est le numéro du dépôt. En effet, dès qu'un brevet a été, la demande est arrivée, la demande reçoit
un numéro. Et ce numéro, qui commence dans ce cas-ci par 88, nous révèle l'année où la demande a été faite. Donc ici, il s'agit donc d'un brevet dont la demande a été introduite en 88. Ceux qui ont assisté à la session précédente savent alors que le brevet qui a un maximum de 20 ans, que ce brevet-ci n'est plus valable et que tout le monde pourrait donc utiliser le contenu de ce brevet-ci. Une troisième code qui se trouve là en haut, c'est la classification. Il y a énormément de brevets, plusieurs millions. Ce qui veut dire que si on devrait commencer à la parcourir tous, un par un, pour trouver un brevet spécifique, ce serait un travail impossible. Dès lors qu'on a commencé à introduire des classifications, et il y a plusieurs classifications. Tout au début, chaque pays avait sa propre classification. Actuellement, les classifications qui sont encore utilisées, c'est la classification éclat qui était utilisée jusqu'il y a une bonne année par l'Office de brevet européen. Il y a le IPC, le International Patent Classification. C'était la classification qui était utilisée dans l'Office mondial de brevets. Et maintenant, tout récent, le plus grand office de brevets, ce qui veut dire que l'Office européen, le WIPO, l'Office mondial, les États-Unis, le Japon, le Corée, ils se sont mis ensemble et se sont mis d'accord à utiliser la classification CPC. Donc, les tout derniers brevets, ils vont tous avoir la classification CPC. Ces classifications CPC, IPC, éclat, ils se ressemblent un peu, mais pas tout à fait. Donc, il faut quand même être un peu vigilant quand on commence à parler donc, de classification, qu'on est bien d'accord de quelle classification qu'on parle. Sur le document, il y a aussi donc une date de délivrance. Donc, cette demande de brevet avec le rapport donc, de nouveauté a été publiée le 3 avril 90. On voit un peu plus bas la date de demande. Donc la date quand le demandeur a introduit sa demande, qui était le 13 décembre 88 dans ce cas-ci, à 11 heures et quelques. Je m'excuse que la ligne traverse l'heure exacte. Cette information peuvent être utiles, mais sont surtout utiles quand quand on commence à mettre en question la validité d'un brevet, puisque finalement, un brevet ne peut être attribué à celui qui a fait la demande au premier. Et non uniquement la date, mais même l'heure peut jouer un rôle assez important là-dedans. Il est bien évident que parmi toutes ces informations administratives, que le lecteur souhaite aussi de savoir qui a fait la demande. Donc, il est mentionné à cette première page l'entreprise qui a introduit la demande et assez souvent, pas dans ce brevet-ci, mais assez souvent, on mentionne aussi les inventeurs. Le demandeur, ça peut être une personne et ça peut être l'inventeur même qui a introduit, mais assez souvent, c'est l'entreprise qui fait la demande et qui par après donne quelque part une expression de ces qui veut quand même, disons, laisser valoriser l'effort de l'inventeur, il le mentionne dans le brevet. Et en bas, finalement, on a le titre du brevet. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit d'une grille de ventilation. Des informations administratives qui peut-être ne vous disent pas grand-chose, mais on doit se rendre compte quand même que ces valeurs sont assez importantes,
surtout si on veut commencer à chercher un brevet. J'en parlerai encore un peu plus tard. La deuxième partie du brevet, qu'on retrouve assez facilement quand on commence à chercher des brevets, c'est le résumé, en anglais l'abstract. C'est un texte court, au maximum 150 mots, qui donne une description du brevet. Donc en lisant ça, on sait déjà un peu plus que dans le titre même. Vous vous souvenez, le titre c'était grille de ventilation. Ici, vous voyez que cette explication, c'est un peu plus large. Ce résumé n'est pas toujours obligatoire, donc on ne va pas le trouver dans chaque publication de brevet. OK. Quand on peut pas donc quand on a donc ce résumé, quand on n'a pas de résumé, en fait, il pourrait que on a un brevet belge qui n'a pas de résumé, puisqu'en Belgique c'est pas un résumé, mais quand on fait une demande d'extension vers l'étranger, que là-dedans il y a quand même un résumé et que dans les bases de brevets, on va vous faire le lien entre les deux. On a également une description. La description dans un brevet, c'est un texte continu, avec, si c'est nécessaire, des références au dessin. Et dans ce texte, tout d'abord, on explique l'état de l'art du sujet du brevet. On dit ce qui existe, on dit ce qui existait, et on fait une description donc du problème qu'on rencontre quand on utilise Sikia et ce qu'on veut essayer de résoudre en modifiant l'état de l'art actuel. Et alors on donne une description bien détaillée de au moins une façon comme on réalise l'invention. La description ne va pas limiter l'étendue du brevet quand on ne met qu'un exemple de réalisation. L'étendue des brevets, on le verra tantôt dans les conclusions où on les décrive. Mais ici, dans la description, le demandeur doit expliquer à ses collègues spécialistes dans la matière comment eux, ils doivent faire pour pouvoir copier son brevet. Et cette description doit être tout à fait complète, il n'y a pas d'excuse. Je vais vous donner ici un petit exemple qui n'a pas tout à fait lié à la construction, bien qu'à la construction aussi on aime bien boire de temps à autre. C'est un exemple d'une théière. Et la technique, l'état de l'art, était qu'une théière avec un bec verseur, ça existe. Maintenant, les garçons, ils ont le problème que quand ils doivent servir beaucoup de tasses de thé, qu'ils ne peuvent le remplir une par une et que c'est relativement long. Donc, on cherche une solution pour réduire le texte pour remplir les tasses. Et une possibilité, c'est d'ajouter un deuxième bec verseur, qui a le résultat comment on peut maintenant remplir plus rapidement 2 tasses à la fois. Donc, on peut gagner du temps. Voilà la description qui pourrait être une description donc d'un brevet. Il est bien évident que dans tous les brevets, c'est tellement évident et que c'est tellement clair. La partie la plus importante d'un brevet, surtout au niveau juridique, sont les conclusions ou les revendications.
les revendications donnent une description de ce que le demandeur du brevet prétend être neuf. Et il va donc donner une description de tout ce qu'il pense qui est neuf. Il faut donc bien se réaliser que ces descriptions et ces revendications, ils sont d'une façon ou d'une autre une modification de formulation donc de la description, mais ici on va uniquement parler des choses qui sont considérées neuves. Un brevet doit contenir au moins une revendication. Je dis bien au moins. Il y a des brevets qui en ont plusieurs. Le record actuel se situe à 8958 revendications dans un brevet. Je peux vous assurer, heureusement, ce n'est pas dans le monde de la construction, puisque ça nous mènerait un peu loin si on devrait commencer à lire 8000, presque 9000 revendications pour justement savoir quels sont maintenant tous les détails qui sont protégés et couverts par le brevet. Mais ce sont en fait ces paragraphes qui vont être utilisés dans un cas de discussion. Comme je disais au début, il y a aussi donc des dessins qui font une bonne partie dans un brevet. Mais les dessins sont uniquement une clarification du texte. Légalement, ils ne doivent pas être pris en considération, ne fût que c'était uniquement pour comprendre ce qui est mis dans le texte, comme dit le proverbe, hein, un dessin vaut plus que 2000 mots. Ces dessins, ils peuvent être très précis, ils peuvent être schématiques, c'est uniquement une façon de présenter. Et on utilise, pour expliquer les différentes parties, on utilise des numéros. Dans ce cas-ci, c'est encore bien acceptable. On ne va que jusqu'au numéro 7, donc c'est encore relativement facile à interpréter. Mais réalisez-vous que quand vous avez une présentation bien schématique, dans laquelle les rapports de dimension ne sont pas respectés, puisque c'est plus facile à modifier les rapports pour mettre en évidence ce qu'on veut montrer, et alors qu'il y a quelques centaines de différents détails qui font ensemble l'explication du nouveau système, assez souvent, ça devient très difficile à les bien interpréter. Mais ils sont là et il faut donc bien l'utiliser ensemble avec le texte. Jusque-là, la demande du brevet qui a été présentée par le demandeur du brevet. Ensuite, on arrive au rapport de recherche qui a été fait par un examinateur de l'Office de brevet, soit national, soit européen. Cette personne a lu le texte, a lu surtout les revendications, et il a commencé à chercher dans d'autres brevets pour trouver s'il y a quelque part des aspects qu'on peut retrouver dans d'autres brevets. Et en fonction de la similitude, on va utiliser des différentes catégories. Les catégories A, ça veut dire que c'est quelque chose qui a un peu à faire avec l'état de l'art, mais ça ne fait pas tellement un problème pour la façon que vous avez décrite votre revendication. Dans ce cas-ci, on a 3x. Et ça, c'est quand même déjà assez important, puisque ça veut dire que dans la revendication 1, on trouve pratiquement identique la même chose déjà dans 3 autres brevets. Si ce demandeur veut quand même obtenir un brevet, il sera donc obligé de reformuler ses revendications
de sorte qu'il n'est plus en contradiction avec ces 3 brevets. Il peut donc encore, disons, diminuer l'étendue de son brevet. Pour le lecteur d'un brevet, quelqu'un qui cherche l'information, le 3X est naturellement un cadeau du ciel, puisque ce sont déjà immédiatement 3 autres brevets qui sont très pertinents et qui traitent les mêmes idées que le brevet qu'il avait cherché initialement. Il va donc sans problème pouvoir utiliser aussi le contenu de ces autres brevets. Il va les trouver sans trop de difficultés. Jusque-là, le contenu d'un brevet. Un brevet qui est un document très clair, très détaillé, qui est composé en suivant des directives qui permettent de bien comparer les différents brevets, même s'ils ont différentes origines. Alors, quand on connaît le contenu d'un brevet, on voit aussi immédiatement les différentes raisons pour lesquelles on pourrait commencer à rechercher un brevet. En cherchant des brevets, on connaît le marché. Ça veut dire qu'on connaît les entreprises innovatrices dans le secteur. On reconnaît aussi les noms des inventeurs. Et c'est naturellement très intéressant que vous avez quelque part une journée d'études et vous voyez qu'il y a quelque part une personne qui vient donner un exposé. Si vous savez qu'il a déjà quelques brevets sur son nom, vous êtes déjà certain dès le début que c'est quelqu'un qui connaît la matière et qui est donc à la première place pour raconter ce qui est de neuf. On peut y trouver aussi donc une bonne description de l'état de la technique. Donc si jamais vous voulez commencer à construire ou à modifier le système d'une porte quelconque, si vous allez lire dans les brevets existants, vous allez déjà facilement pouvoir trouver des descriptions de différentes sortes de portes qui existent déjà, et vous ne risquerez pas de perdre du temps à essayer d'inventer les choses qui sont déjà inventées. Et finalement, si vous avez développé quelque chose de neuf, connaissez et lire un brevet correctement, ça pourrait déjà vous rassurer si la technique que vous avez développée, si vous pouvez vraiment l'exploiter et que vous ne risquez pas qu'il y aurait tôt ou tard quelqu'un qui va vous appeler et vous demander quelque part une indemnisation puisque vous êtes en contrefaçon dans son brevet. Naturellement, pour trouver ces brevets, il faut les chercher. Les recherches, ils sont possibles. Vous avez pu constater qu'il y a différents points dans tous les brevets et vous pouvez donc les trouver, chercher des brevets en utilisant tous ces différents paramètres. Comment le faire? Ce sera le sujet donc d'une prochaine session dans quelques semaines. Je vais encore voir s'il n'y a pas quelque part donc des questions qui sont arrivées. Oui, je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui nous a trouvé une question. Et c'est pas tellement bête cette question. Le document d'un brevet, dans quelle langue est-ce qu'on doit l'écrire? Eh bien, c'est relativement simple à y répondre. Vous pouvez utiliser la langue du pays dans lequel vous voulez introduire le brevet. Pour la Belgique, vous avez donc le choix entre le néerlandais, le français ou l'allemand. Au niveau européen, si vous voulez avoir un brevet européen, c'est une des langues européennes qu'il faut utiliser, donc le français, l'anglais ou l'allemand, de nouveau.
Si vous voulez un brevet dans des autres pays, là, ça devient naturellement un peu plus délicat et un peu plus compliqué, puisque chaque pays a un peu ses propres règles à ce point-là. Il y en a qui acceptent que le brevet soit rédigé dans une des langues européennes, quand on reste dans un pays européen, ou qui acceptent un brevet en anglais, mais assez souvent, vous serez demandé de traduire le texte. Et ça mène donc au fait que d'un même brevet, on peut retrouver, quand on va faire les recherches dans quelques semaines, qu'on va retrouver plusieurs brevets, plusieurs documents en différentes langues, mais qui finalement ne traitent qu'une seule invention. Tous ces brevets ensemble qui traitent une même invention sont appelés une famille de brevets. Bon, je ne vois plus d'autres questions. Il ne me reste donc à vous remercier pour votre attention. J'espère que ça vous a appris un petit peu et nous vous serons très reconnaissants si vous vouliez encore nous consacrer une petite minute pour remplir les quelques questions de l'enquête qui vous arriverait sur votre écran quand on ferme cette séance. Aussi, de la part de mes collègues, je vous remercie et peut-être à notre prochaine session, la recherche des brevets. Au revoir.